Concrètement, c'est quelque chose qui est très efficace dans la pratique, qui est prouvé, avec à la fois des bénéfices sur les projets, sur le résultat des projets, mais aussi sur les relations entre les membres, les parties prenantes des projets. Et donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous donner des idées en espérant que ça puisse vous servir sur vos projets. Voilà. Donc du coup, j'en profite pour remercier l'équipe de l'Agile Tour pour voilà, l'opportunité de vous présenter ce sujet aujourd'hui. Alors c'est aussi un sujet qui concerne les achats. Alors je ne sais pas s'il y a des acheteurs dans la salle. Voilà, bon, bienvenue. Vous pouvez rester, mais faites pas de bruit. je rigole. Donc plus sérieusement, c'est aussi un sujet qui concerne beaucoup les achats, parce que vous savez certainement que l'agilité, c'est pas toujours simple pour les achats, c'est souvent le caillou dans la chaussure. Et le forfait agile, c'est une manière de concilier aussi, de réconcilier plus précisément, les achats avec l'agilité. Alors pour commencer, je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Éric Le Chevalier, je suis partagé entre La Poste d'un côté, en tant que responsable de socle portail client, donc avec une équipe d'une 40aine de personnes qui fabriquent des applications de self-care pour les portails B2B, pour les clients B2B du groupe La Poste. Et puis une activité avec Lexis, une société que j'ai fondée en 2016 et qui me permet de faire du conseil en système d'information, en agilité, et également des projets au forfait de développement avec cette approche forfait agile que je vais vous présenter. Avant de rentrer plus dans le détail, je voudrais juste vous dire un mot sur les origines de cette approche. Je vous disais qu'elle était prouvée parce qu'effectivement, elle s'est fondée sur la pratique. C'est une méthode que j'ai mis en place progressivement dans le cadre de mes activités à la Poste avec l'équipe et qui s'inscrit dans un cadre, on va dire, assez fréquent dans le cadre de grosses structures, de projets avec des délais et des budgets qui sont très contraints. Mais à côté de ça, on a des métiers qui, bien entendu, ont quand même besoin et c'est légitime de démarrer rapidement leur projet, donc ne peuvent pas se permettre d'attendre forcément des phases de cadrage très longues, et qui, comme tous les métiers, ont aussi des changements à introduire dans le projet, tout au fil du projet. Et quand, dans le cadre de Lexis, on m'a demandé de réaliser des applications, tout naturellement, j'ai utilisé cette approche-là avec l'équipe de développeurs pour appliquer exactement les mêmes principes. Donc, concrètement, ce qu'on constate au final, c'est qu'on a une très grande satisfaction des métiers, des clients, dans le cadre de ces projets qui fait complètement à la satisfaction des métiers dans le cadre de la Poste. Et dans le cadre des projets avec Lexis, un équilibre économique préservé. C'est-à-dire que globalement, on a des projets qui ne dérivent pas, avec lesquels finalement on arrive à maintenir la rentabilité prévue au départ. Donc face au constat que ça marchait aussi bien dans un cadre interne, pour un client interne avec une maîtrise d'œuvre interne, que dans un cadre externe avec une maîtrise d'œuvre externe pour des clients, voilà, j'ai eu l'idée de formaliser cette approche de manière un petit peu plus structurée et d'en faire quelque chose qui pouvait accompagner les entreprises à la mise en place. Alors, avant de rentrer dans le détail, je vais vous présenter les principes clés de cette approche. Donc le premier principe, ça va vous sembler peut-être évident, mais ça ne l'est pas toujours sur les projets, c'est qu'à budget donné, on a un périmètre donné. Alors, ce n'est pas forcément un périmètre dans le détail fixé, évidemment. On parle de périmètre au sens volume. Alors, s'il y a des matheux parmi nous, ça risque de les faire bondir. Mais on parle bien d'un périmètre au sens production, au sens capacité de production et volume de production. Et ce périmètre, pour être capable de le mesurer, on va le définir sous forme d'une enveloppe de points, c'est-à-dire qu'on va chiffrer chaque item qu'il constitue, de façon à avoir un chiffrage global du périmètre qui va définir son volume. Et on aura la capacité, et ça c'est le point suivant, de faire varier ce périmètre-là, de le modifier en ajoutant ou en supprimant des items du périmètre, à condition évidemment qu'on reste dans une enveloppe de points qui ne bouge pas. D'accord ? Alors qui ne bouge pas à budget constant. Évidemment, il est possible après d'augmenter le budget ou de le réduire pour atteindre le volume de périmètre qu'on souhaite. Donc cette logique de trade-in, trade-out, de pouvoir enlever et ajouter des items, elle va permettre, avec un périmètre qui est défini au départ, d'arriver à la fin avec un périmètre qui peut avoir beaucoup bougé. Mais avec un volume qui, lui, est toujours cohérent avec le budget de départ. Alors on a aussi la possibilité de réévaluer certains items du périmètre, plus ponctuellement, à condition que ça soit justifié au regard des hypothèses prises au départ. C'est-à-dire que si vous avez fait un chiffrage au départ avec des hypothèses données et qu'elles sont infirmées et que ça implique une réduction ou une augmentation significative du volume de capacité de production nécessaire, il est tout à fait légitime de réévaluer ces items pour tenir compte de ces changements. Et enfin, le dernier point, c'est d'ailleurs ce qui mène au nom de cette approche-là, c'est que le prestataire s'engage de manière forfaitaire sur la production d'un résultat correspondant
à ce backlog, à ce périmètre. Et cet engagement-là, il se porte aussi bien sur chaque item individuellement, pour le nombre de points évalués. Donc ça veut dire que globalement, chaque item du périmètre sort de si vous voulez. Ça coupe, non? Bon, ok. Et en même temps, le prestataire s'engage sur la totalité du périmètre ou du volume de points pour le budget et le délai prévu. Bon, c'est aléatoire. Voilà, donc on est sur un vrai forfait avec engagement de résultat, d'accord? C'est pas un forfait avec engagement de moyens comme ça se pratique beaucoup. On est sur quelque chose où le client, in fine, pour un budget donné, est sûr d'avoir un volume de réalisation défini à l'avance. Alors, je vous propose maintenant de regarder une vue d'ensemble du cheminement d'un projet qui se déroule en mode forfait agile. Ça commence par une phase de cadrage. Alors vous allez me dire, une phase de cadrage, oui, sur un projet, c'est logique. Malheureusement, c'est, vous le savez certainement, pas toujours le cas sur les projets. En l'occurrence, pour le nouveau forfait agile, c'est une phase qui est indispensable. Pourquoi? Parce qu'elle va fournir les entrants pour le reste du processus. Et ces entrants, c'est notamment un backlog. Donc là, on reprend la terminologie Scrum, c'est-à-dire une liste de fonctionnalités qui va permettre de définir, et notamment vis-à-vis du ou des prestataires qui vont proposer un engagement forfaitaire, le périmètre ou la description du périmètre attendu. Et là où c'est important que ce cadrage soit bien fait, c'est que cette définition du backlog, elle va être très structurante sur la suite, et elle doit fournir les entrants aux prestataires pour être capable de faire cet engagement forfaitaire. C'est-à-dire que, en termes de niveau de détail, en termes d'éléments ou d'éléments structurants pour le chiffrage, on doit rassembler l'ensemble des informations nécessaires. Voilà. Cette étape de cadrage va permettre donc de fournir des entrants pour la sélection d'un prestataire. Alors, en fonction du cas, évidemment, si on est sur des prestataires internes, c'est des choses qui peuvent être différentes, mais si on se positionne dans un contexte de prestation externe, on va pouvoir, à partir des éléments rassemblés dans la phase de cadrage, et notamment à partir du backlog, lancer une consultation qui va permettre à un ensemble de prestataires d'analyser les éléments transmis, d'évaluer en points, là encore on revient à la notion de mesure, chaque item du backlog, de les chiffrer, avec une logique de réalisation forfaitaire, et donc de s'engager forfaitairement sur le backlog, sur donc les éléments transmis, avec un volume de points correspondant à la totalité du périmètre et un délai. D'accord? Donc à ce stade, on a la possibilité de comparer des offres de plusieurs prestataires sur la base d'un backlog, donc d'un entrant, d'une demande, d'un livrable attendu, qui est le même. Une fois qu'on a choisi le prestataire, on va avoir donc la possibilité de contractualiser. Alors là encore, si on est dans le cadre d'une prestation interne, ce n'est pas forcément nécessaire de contractualiser de manière formelle. En revanche, ce qui est important, c'est que le mode de fonctionnement, et notamment les attendus de chacune des parties et ses engagements, soient formalisés de manière, en tout cas explicite, de manière très claire. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, et potentiellement un petit peu en avance dans la phase de consultation, qu'on va se mettre d'accord sur la manière dont ça va fonctionner ensuite. Donc c'est une étape qui est cruciale, parce que si cette phase-là est mal faite, on se met dans une situation de risque d'avoir des divergences de point de vue, et donc du coup des difficultés dans la phase opérationnelle du projet. On passe ensuite en phase de réalisation. Donc phase de réalisation, là pour le coup, c'est dans une logique forfaitaire, la latitude du prestataire de mettre en œuvre l'organisation et les modalités de mise en œuvre qui lui sont propres. Ce que je recommande évidemment, c'est plutôt de se positionner dans une logique de Kanban, c'est-à-dire de réaliser, de livrer, de déployer au fil de l'eau, de façon à permettre au client d'avoir un feedback le plus tôt possible, et dans cette logique de gestion du changement, d'avoir également des éléments de décision le plus tôt possible. Donc si on se positionne dans une logique Kanban, on a le pilotage adéquat, avec notamment les outils du type Burn-Up Chart, qui permettent de suivre l'avancement du projet. Je pourrais vous en montrer après si ça vous intéresse, j'ai quelques exemples. Et donc, c'est tout au long du projet, tout au long de la réalisation, que le client va avoir la possibilité de réaliser des modifications du périmètre du projet. D'accord? Donc il va avoir la possibilité d'ajouter, de supprimer, de faire des arbitrages, de reprioriser, de façon à réajuster progressivement le produit à la vision qu'il se fait au fil du temps. Et donc c'est avec cette approche trade-in, trade-out qu'on va mesurer ce qu'on rentre, ce qu'on sort, et le fait que le périmètre reste globalement en volume stable. Donc ce changement, évidemment, il se pilote. D'accord? Donc l'idée, c'est de factualiser. Il faut absolument mettre en évidence notamment tout ce qui est nouveau. Et ça, c'est un des biais, en tout cas, un des risques sur les projets qui sont menés de cette manière,
sans mettre en évidence ce qui rentre, puisque finalement on accumule de la charge supplémentaire sans contrepartie. Donc là, c'est important que, de manière, on va dire, voilà, délicate, hein, il ne s'agit pas de brusser le client, mais de faire comprendre et de mettre en évidence tout ce qui est nouveau et tout ce qui change par rapport à ce qui était prévu au départ. Dans l'idée que si c'est du travail en plus, c'est forcément du budget en plus, ou alors des choses en moins. D'accord ? Donc c'est un discours d'équité, c'est un discours qui n'est pas compliqué à faire passer aux clients. Ils n'ont pas forcément l'habitude qu'on leur parle de cette manière ou qu'on leur explique les choses comme ça. Mais quand c'est bien expliqué, en général, ça pose pas de sujet parce que c'est juste légitime et c'est juste équitable. Et donc, à travers ce changement et cette mécanique de gestion du changement, en fait, le client va à la main pour réorienter, reprioriser, faire évoluer son périmètre avec l'ensemble des billes en main. D'accord ? Il y a juste un point sur lequel j'attire votre attention, je reviendrai dessus, c'est la notion de fair play. Et cette notion de fair play, elle est évidemment importante pour tous les projets. Je pense que n'importe quel projet, quelle que soit la méthodologie, nécessite, en tout cas, le fait d'avoir du fair play, ça facilite les choses. Hein. Mais en l'occurrence, avec cette approche-là, c'est indispensable. Parce que globalement, ça ne marche qu'avec ça. Et c'est le fair play qui permet, par le fait que chacune des parties respecte ses engagements, de maintenir ce principe d'équité qui fait le succès du projet. Et je parlerai aussi du rôle de l'arbitre. Alors, cette notion d'arbitre, l'idée, c'est d'avoir un tiers le plus extérieur possible, le plus neutre, le plus objectif possible, qui soit capable de maintenir cette équité et de maintenir le fair play tout au long du projet. C'est bon, jusque-là, ça vous paraît clair? Ouais, ça marche. On aura les questions après si vous voulez qu'on revienne sur certains éléments. Alors, je vais zoomer sur quelques points qui sont des facteurs clés de succès de cette approche-là. Le premier, on l'a vu, c'est dans la phase de cadrage, c'est l'établissement du backlog. Pourquoi ? Parce que c'est ce backlog-là qui va être le tronc commun, qui va être le fil directeur du projet. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut que les éléments qui vont permettre au prestataire de dimensionner la prestation de réalisation soient présents. Alors, dans les phases de consultation, il peut y avoir des allers-retours, des précisions, évidemment, hein, mais l'idée, c'est dès le départ, de fournir des éléments suffisamment précis, sans tomber dans du cycle en V. L'idée, c'est pas de se faire une phase de cadrage de 4 mois où on va faire des spécifications détaillées. D'accord ? L'idée, c'est d'être à une maille de granularité suffisamment fine pour bien indiquer ce qu'on veut à un instant T, hein, ça peut changer, mais en même temps suffisamment light pour pas s'introduire des délais de conception en avance de phase qui finalement seraient anti-agiles. Donc ce backlog-là, c'est un des éléments structurants. Et puis aussi en corollaire, la notion de budget. Alors je ne parle pas du budget que le prestataire va demander pour faire la mise en œuvre. Je parle du budget que le client se donne pour son projet. D'accord ? Ça veut dire que globalement, c'est l'enveloppe budgétaire dont il va disposer pour alimenter son prestataire. Si le budget est sous-calibré, s'il est sous-estimé, qu'est-ce qui va se passer ? On va arriver à bout de carburant. C'est-à-dire que globalement, la mécanique du trade-in, trade-out, elle ne marche que si vous avez suffisamment de choses à supprimer et suffisamment de capacité à faire. Si vous envisagez de partir en vacances avec votre famille, avec tous les bagages, et que vous prenez un budget de vélo, vous ne pourrez pas construire une voiture. Et vous pourrez faire les changements que vous voulez, ça ne fera pas rentrer une voiture dans un budget de vélo. Le point suivant, c'est la notion de contrat. Alors, quand je parle de contrat, en général, j'ai le poil des agilistes qui se hérissent. Il ne s'agit pas de contrat forcément de messmaker. Hein. C'est plus l'idée de dire il faut que chacune des parties ait bien conscience, et ça je le redis, c'est vraiment structurant, ait bien conscience de la manière dont ça va fonctionner et de ses responsabilités et de ses prérogatives sur le mode de fonctionnement. Et donc en particulier le fait qu'une nouvelle fonctionnalité, c'est une nouvelle fonctionnalité, que si c'est pas écrit, c'est pas écrit. D'accord ? Alors, juste, je refais un petit zoom arrière sur le backlog. Ça veut dire aussi que la maille de granularité que vous devez adopter, c'est une maille relativement fine. Encore une fois, ce n'est pas des spécifiques détaillés, mais je prends un exemple. Gérer un objet métier, c'est trop gros. Il va falloir essayer de le découper, ajouter, modifier, supprimer, dupliquer, exporter, etc. Parce que c'est dans ce détail-là qu'on va avoir de la marge de manœuvre pour supprimer des choses. Typiquement, un export, ça peut généralement attendre. Une duplication aussi. D'accord ? Donc, plus on arrive à détailler, en restant dans l'objectif d'être concis en termes de délai, et plus on a de marge de manœuvre pour opérer cette mécanique de trade-in, trade-out. Et enfin, le dernier point, le fair play, je reviens rapidement dessus, c'est hyper important, évidemment. Et vous allez le voir, en fait, c'est un effet bénéfique parce que les gens aiment bien travailler en fait, dans l'équité. Et la notion de fair play, à partir du moment où la confiance est établie, même s'il faut la surveiller, l'animer, mais elle permet de créer des projets avec des très bonnes relations entre les gens. Alors, comment on accompagne
la mise en place du nouveau forfait agile. Alors évidemment, ça dépend du degré de maturité du client, du degré de maturité du prestataire, mais globalement, si on résume l'ensemble des étapes auxquelles on va pouvoir intervenir, on a évidemment l'aide au cadrage, parce que c'est, vous l'avez compris, une étape hyper importante de l'approche. C'est vraiment ce qui va lancer le projet sur de bons rails. Et si c'est mal fait, si c'est voilà, si c'est pas assez précis, si c'est pas assez détaillé, on risque d'avoir des choses qui partent dans des zones un petit peu risquées. Et ça, le corollaire, c'est que mettre en place l'approche forfait agile a posteriori, c'est compliqué. C'est quelque chose qui se prend le plus tôt possible. La phase suivante, c'est clarifier entre les parties le mode de fonctionnement. Donc ça va se faire avant une consultation, pour expliquer dans les documents de consultation ce qu'on attend du prestataire, notamment le fait d'avoir un backlog avec un chiffrage, notamment le fait d'avoir un engagement forfaitaire, etc., de résultats. Et puis ça se fait après en phase de contractualisation, à minima, juste pour s'assurer que l'ensemble des parties ont bien compris comment ça va fonctionner. Après, en fonction du niveau de maturité, évidemment, du prestataire, on peut avoir besoin de mettre en place un appui au pilotage. Donc je vous parlais de burn-up chart, etc., ce genre de choses, si le prestataire n'est pas forcément habitué des approches Kanban. Et puis, dernier point, le maintien de l'équilibre, c'est ce fameux rôle d'arbitre qui peut être clairement délégué à un tiers, à quelqu'un qui va intervenir en support. Alors, vous allez me dire, il est forcément payé par quelqu'un, ce tiers. Oui, on est d'accord. Soit il est amené par le prestataire, soit il est amené par le client. Mais voilà, l'arbitre, il est bien payé par quelqu'un aussi. Hein. Donc, globalement, son rôle, c'est de rester neutre, de rester le plus factuel possible, parce que globalement, tout le monde a gagné. Tout le monde a à gagner à ce que le projet se passe bien. Et pour que le projet se passe bien, il faut que tout le monde reste fair play. Et donc, c'est l'arbitre qui va s'assurer que le fair play est bien maintenu tout au long du projet. Alors, je vais terminer par une petite liste de bénéfices qui sont liés à la mise en place de cette approche. Le premier, c'est que ça permet de concilier réellement agilité et forfait avec engagement de résultat. Alors, je ne dis pas que c'est forcément la seule manière de le faire. Hein. Il y a probablement d'autres manières de faire. En l'occurrence, celle-ci fonctionne très bien. Et on a un véritable forfait avec engagement de résultat. Et j'insiste là-dessus parce que c'est relativement rare dans le monde de l'agilité. Et ça apporte, je vous le disais, beaucoup de satisfaction au métier. Le deuxième point, c'est que on va pouvoir, je vous le disais tout à l'heure, avec une liste de fonctionnalités qui correspondent à des livrables, faire des vraies consultations. D'accord ? On ne va pas demander à un prestataire de fournir une équipe dans une logique d'engagement de moyens, on va demander à un prestataire de réaliser un certain nombre de livrables qu'on a définis au début, et on va pouvoir comparer des délais et des budgets. Et donc là, pour le coup, on peut vraiment comparer des choses. Le troisième point, c'est un petit peu plus sioux, c'est que, et ça c'est vraiment très utile dans le temps, c'est que le backlog qu'on va fournir au départ et qui va être évalué par le prestataire va constituer une forme d'ABAC, une forme de grille de référence de type ce qu'on peut entendre par unité d'œuvre, et ça va permettre derrière de challenger le prestataire sur l'ajout de nouveaux items. Donc on a une grille de référence, on peut comparer un nouvel item avec des items déjà présents dans le backlog, soit sur les phases de réalisation avec l'approche trade-in, trade-out où on va ajouter des items par exemple, mais aussi sur les phases d'après, c'est-à-dire que si le projet est suivi de versions ultérieures, on va avoir la possibilité très rapidement de s'appuyer sur la première grille de référence. Alors il faut rester sur le même prestataire, hein, évidemment, mais sur cette même grille de référence pour soit dans les phases d'avant-projet de chiffrer pour savoir rapidement quel volume de budget il faut prévoir, et puis ensuite pour très rapidement enchaîner avec des versions ultérieures avec le même prestataire. Et puis ça permet aussi de prévoir des enveloppes de marge, ce qui est compliqué à faire quand on travaille sans cette notion de points, pour se dire, par exemple, mon prestataire m'a chiffré 500 points, qui correspondent à, mettons, 100 000 euros. Je décide de me donner une enveloppe budgétaire de 120 000 euros avec 100 points supplémentaires. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je sais que j'en aurai besoin. Et donc, ça m'évitera d'avoir à retirer des choses si je veux ajouter de nouvelles choses. D'accord ? Donc, c'est une grille de référence qui va permettre beaucoup de latitude sur les phases d'extension de périmètre. Les deux points suivants sont plus des points qui sont proches de, ou en tout cas qui se rapprochent de la notion de relation entre les gens. Je vous disais, ça permet de faire des relations, d'avoir des projets qui se passent bien. Parce que le cadre fair play, en fait, tout le monde aime bien travailler dans des conditions fair play, en fait. C'est quelque chose qu'on ressent depuis qu'on est tout petit. Et en fait, dans la vraie vie, dans les projets, quand chacun joue son rôle, quand chacun respecte les règles du jeu, ça se passe bien. Ça fait des projets qui sont extrêmement apaisés et extrêmement agréables.
Et ça, le corollaire, c'est qu'évidemment, dans une relation client-fournisseur, ça permet d'établir des relations saines dans le temps, basées sur voilà, quelque chose d'extrêmement précieux entre les personnes. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour cette introduction. Je vous propose de passer aux questions, si vous en avez. Et en passant, je vous laisse mes coordonnées et le data matrix du Rôti Express. Voilà, et je vous remercie d'avance pour votre feedback. Voilà.